Bienvenue à tous dans l'entretien de ce dimanche. Stabilité institutionnelle, continuité de l'action publique et rationalisation de la vie politique. Voilà un peu, mesdames et messieurs, les trois piliers sur lesquels repose la nouvelle architecture constitutionnelle du Bénin, officiellement en vigueur le 17 décembre 2025, alors que le pays se remet encore de l'attaque marginale mais traumatisante du 7 décembre dernier. Le chef de l'État a choisi la voie de l'honnêteté sur cette attaque et de la pédagogie sur la réforme constitutionnelle. Au-delà des explications officielles, de nombreuses questions brûlent les lèvres des Béninois. Le septennat est-il une chance ou un risque de déphasage? Le Sénat est-il le gardien des réformes ou une tour de contrôle du futur successeur? Et surtout, lire la sociologie à laquelle le chef de l'État a fait référence en matière de lecture donc de ce qui nous est arrivé. Mesdames et messieurs, pour nous aider à lire entre les lignes de cette nouvelle ère, nous recevons Monsieur Bertin Corvi. Il est le conseiller du président du parti Bloc républicain dans le cadre des élections générales de 2026. Il est également le président du mouvement La Dynamique Talent Continu. Monsieur Corvi, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes peut-être également l'une des voix les plus audibles des réseaux sociaux par ces temps-ci. Je le disais dans mon introduction, la loi 2025-20 du 17 décembre 2025 marque un tournant historique, passage du septennat, création d'un Sénat et surtout instauration d'une trêve politique. Pour le président Talon, M. Corvi, c'est le prix de la stabilité et du développement et surtout que la trêve n'est pas une innovation, il a dit. Mais quand vous avez fini d'écouter le chef de l'État, à quoi va ressembler, M. Corvi, à votre lecture, l'animation de la vie politique à l'élection du prochain président? Alors, avant d'écouter le chef de l'État, j'avais déjà fait l'exercice que nous reprenons ici. Et je vais vous dire exactement ce que j'avais déjà dit, puisque le chef de l'État a dit pratiquement les mêmes choses que ce que je disais. L'institution du Sénat, qui pour moi aurait pu être appelée l'organe ou bien la maison des sages ou bien des anciens, parce que notre pays en avait besoin, mais nous allons y revenir. Eh bien, le Sénat, comme on appelle, son utilité déjà, c'est d'apaiser le climat politique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de critique. On ne peut pas faire de la politique sans que les uns et les autres ne se prononcent. Il s'est trouvé dans notre pays que ceux qui soutiennent le chef de l'État applaudissent tout. En public et en privé vont vous dire le président ne mange pas par le nez, donc il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et ceux qui se disent opposants peignent tout en noir et en privé vont dire pourtant ceci était bon, mais ce n'est pas à moi de le dire. C'est pas bien, c'est pas honnête. Le Sénat a l'avantage ici d'inviter la classe politique, mouvance comme opposition, à savoir que quand on prend parole pour dire que c'est bon, il faut quand même essayer de dire quelle amélioration on aurait pu faire. Ça, c'est peut-être la trêve, pas encore le Sénat. Par rapport au Sénat. Non, ça c'est la trêve, non? Non, c'est ça. C'est vrai que l'idée ça se retrouve. Ça se retrouve. L'idée générale du Sénat, c'est cela. Quand le gouvernement prend d'initiative, ceux qui soutiennent le gouvernement, quand ils disent que c'est bon, parce que ce serait bon à leurs yeux, mais qu'ils ajoutent au moins ce qu'on aurait pu améliorer encore. Et ceux qui sont contre le président, enfin contre le gouvernement, et dont le rôle est plus de ressortir ce qui n'est pas bon, mais s'ils trouvent que quelque chose n'est pas bien, quand même qu'ils ajoutent qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Parce que non, il y en a qui, même quand c'est bon, ils disent que c'est mauvais. Et il y en a, parce qu'ils sont opposants. Et il y en a qui, quand c'est mauvais, ils disent que c'est bon parce qu'ils sont soutiens.
C'est ça même qui donne vie à la démocratie que nous pratiquons depuis 90, Ben, on c'est vous dira. justement ça qu'on corrige aujourd'hui. Parce qu'il ne vous a pas échappé, vous devez avoir ça dans vos mémoires. Le président Yaïboni se plaignait de démocratie Nescafé ici. Il a même dit qu'il y avait des députés qui l'empêchaient d'avoir accès au financement pour faire le travail pour lequel il a été élu, parce qu'ils estiment qu'il faudrait que lui il échoue afin qu'eux viennent faire. Et quand le président en place a échoué, ce n'est pas lui, intuitif personnel, qui échoue, c'est le pays qui est en retard. Donc, ce que demande la loi sur le Sénat aujourd'hui, c'est que nous soyons responsabilisés, nous travaillons dans l'intérêt supérieur de la nation. Maintenant, la trêve, parce qu'il faut spécifier ça. Dès qu'un président est élu, celui qui a échoué, ou bien le camp qui a échoué, commence par lui chercher noise. Je dirais même à la limite lui chercher querelle. Veut lui mettre les bâtons dans les roues pour qu'il échoue. Ce n'est pas une bonne chose. Désormais, le Sénat, la loi nous amène à ne plus avoir un tel comportement, une telle vision de la lutte politique. Nous devons travailler à l'intérêt supérieur de la nation et considérer que le Bénin est la jarre trouée où opposition et mouvance doivent amener leurs doigts pour sa construction. Je vous concède que c'est difficile. Et ce sera difficile à appliquer au début. Mais on finira par s'y habituer. La difficulté est qui sera l'arbitre de la pertinence des critiques qu'on voudrait faire ou qu'on n'a pas exclues dans cette instauration de la trêve, M. Kovi? Alors, il faudrait peut-être que vous m'aidiez à donner de la consultation, à ouvrir une liste, à leur dire que je suis prêt à leur donner de la consultation. Il ne vous a pas échappé que souvent, moi, tout en soutenant le président, quand j'estime que quelque chose n'est pas à notre avantage, à son avantage lui-même, j'ai le courage de le dire et de dire voici ce qu'on devrait faire pour éviter qu'il échoue. Parce que c'est un être humain, un chef d'État. Il peut se tromper. Les membres du gouvernement sont des êtres humains. Ils peuvent se tromper de bonne foi. Quand vous les soutenez, vous vous rendez compte qu'ils se trompent, vous devez dire, tout en vous soutenant, j'estime qu'il faudrait faire de telle façon ou telle autre. Je vais prendre le cas qu'on me connaît le plus. Cette histoire de la CEDEAO nous demande, nous, de fermer notre frontière contre le Niger, détruisant nos propres intérêts à nous. Parce que le Bénin, et particulièrement le président Talon, lui, personnellement, n'a même pas intérêt à ce que cette frontière-là soit fermée. Mais puisqu'il est légaliste, puisqu'il respecte la décision de la CEDEAO, il a quand même fait le sacrifice de les suivre. À l'époque, j'avais dit non, ce n'était pas une bonne chose. Parce que quand ça va chauffer là, les autres vont nous abandonner en face du Niger. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, si toute la mouvance présidentielle m'avait suivi, le BR, UPR et tout ce qu'on veut, pour aller voir le président, pour dire président, dans l'intérêt supérieur du Bénin, nous n'avons pas à fermer notre frontière. On peut trouver d'autres voies et moyens pour ramener Tiani et les siens à la raison. Je crois que le président nous aurait écoutés. Personne ne l'a fait. J'étais la voix de celui qui prêchait dans le désert. Aujourd'hui, l'histoire finit par me donner raison. Alors, ce que le président dit, et je ne sais pas si c'est lui qui a initié la loi, mais... Il l'a assumé complètement dans sa sortie jeudi dernier, M. Corvi. Bon, l'initiative vient de 2 députés. Peut-être que le président a lu ça après. Il a confessé qu'il en a entendu parler, qu'il a fait des consultations, enfin, dans son équipe, etc. Ce qui est sûr, c'est pas au Parlement qu'il a découvert. Ah bon, c'est très bien. Alors, encore tant mieux. Moi, je l'ai découvert quand j'étais encore au Maroc. Mais quand j'ai lu les brides, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. La seule chose que je découvre par la suite et que j'accepte parce que je n'ai que ma voix, moi, je ne peux pas changer ça. Les mandats sont passés à 7 ans. Je suis pour le mandat présidentiel à 7 ans. Parce qu'en 5 ans, en réalité, personne ne veut faire le job. On y reviendra. Voilà. Mais les autres, les députés, les maires, autres aussi, 7 ans. C'est là même où la politique se fait, c'est à la base. C'est dans les communes et au Parlement
Si les uns doivent attendre 7 ans pour avoir une chance d'être aussi au service de leur nation, connaissant le Bénin et ne me mentant pas moi-même, et là c'est Corvi qui parle, nous allons commencer par aller voir nos Bokono, nos Voudrons, pour que les uns soient absents et qu'on puisse les remplacer. Quand il dit absent, vous avez compris ce On que je veux dire. reviendra sur la question des mandats, puisque c'est la trêve qui inquiète beaucoup de personnes. Le chef de l'État a expliqué que l'expression ne devrait pas nous tétaniser, puisque elle a été utilisée, employée pour attirer l'attention des uns et des autres. La prochaine question est de savoir s'il n'y a pas à craindre que le concept, plus ou moins flou pour certains, devienne après une arme juridique pour disqualifier toute critique radicale. Non, nous sommes au Bénin, nous ne mentons pas. Nous n'inventons pas la démocratie et on ne va pas réinventer la roue. Vous ne pouvez pas faire de la politique, même dans une dictature, sans qu'on ne vous critique. Nous sommes des êtres humains. À la limite, on peut prendre la parole aux hommes politiques, déclarés comme tels, et on va se retrouver sur les réseaux sociaux. Les hommes politiques 0.2 font parfois ils ont même la critique plus acerbe que les hommes, que ceux qui sont officiellement en politique. Donc, si jamais la trêve est comprise comme on n'a plus le droit de s'exprimer, d'émettre son avis, c'est qu'on n'est plus en politique. Et vous pouvez croire au président, il sait de quoi il parle. Les êtres humains ne peuvent pas être amenés à ne pas s'exprimer. Même les animaux s'expriment quand ils ne sont pas contents. À plus forte raison, les êtres humains. Ne regardez pas le mot trêve. Je crois même que, je dirais que le mot est mal choisi. Ce n'est pas une trêve. C'est la responsabilisation de l'homme politique dans la prise de parole. C'est comme ça que moi j'ai compris ça. Et c'est ce que je disais depuis à ceux qui s'inquiétaient. Parce que même, enfin, je veux pas, j'ai échangé avec des diplomates qui m'ont dit, mais à quel baromètre on sait que il a trop parlé, il a moins parlé? C'est la question que je vous ai posée précédemment. Qui sera l'arbitre de cette affaire? Très bien. Ben, le bon sens, c'est tout. Mais est-ce qu'un parti comme, je donne l'exemple, les démocrates pourra survivre dans l'instauration de cette trêve? Vous deviez vous préoccuper de, est-ce que UPR, BR vont survivre? Eux, ils sont déjà de la majorité aujourd'hui. Ben alors, si UPR, BR peut survivre... On se dit qu'ils seront toujours de la majorité. Non, si UPR et BR de la majorité peuvent survivre, tout parti qui se dit opposant va survivre aussi. Ce n'est pas les mêmes positionnements politiques, M. Correa. Oui, mais c'est pour ce que je dis. On leur demande juste, ben, qu'est-ce que ça coûte à un parti d'opposition? Ils estiment que quand le gouvernement prend une mesure, estime que ce n'est pas bien fait, ce n'est pas ce qu'il faut. Mais on lui demande juste de proposer, de faire de contre-propositions. On ne lui dit pas de ne pas s'exprimer. Mais quand vous dites ceci, nous ne sommes pas d'accord de la façon dont vous voulez faire quelque chose. Mais donnez-nous au moins la façon idéale, idoine selon vous. C'est tout. Ben, c'est curieux. Quand moi j'ai écouté ça, j'ai dit, mais alors, donc ça voudrait dire, j'étais alors un opposant ignorant, puisque moi, j'ai toujours eu la capacité de dire, ceci est bon, mais on peut faire encore mieux, ou alors ceci est mauvais, voici ce qu'il faut faire. En réalité, on nous demande juste de ne plus ni être mouvancier, ni être opposant, d'être soutien au développement de notre pays et d'apporter notre contribution à son développement. Le problème, c'est que dans cette trêve, on amène, je vais dire, où on brandit une sorte de menace de retrait de droits civils et politiques à tout comportement. Ah bon, je vais vous rassurer. Mais c'est ce qui est dedans. Bon, non, je vais vous rassurer. Au fait, de quoi s'agit-il? Ben, il y a eu des moments où des hommes politiques, devenus fous, on commençait pas à dire, je vais faire venir mes parents du Nord ou bien de l'Ouest, où vous allez vous cogner ici. Il y en a qui disent, j'irai mobiliser les miens pour venir se battre contre vous. De tels propos ne sont pas supportables. Mais je vous concède que ce sera difficile de mesurer réellement quand est-ce que quelqu'un a mis les pieds dans les plats et est-ce qu'on ne va pas l'utiliser comme une arme politique. Les populations sont là.
Et c'est l'opinion publique qui va décider de quel instrument on utilise contre qui. Et ça sera pendant 6 années. À un moment donné, Monsieur Corvi, est-ce que ça va pas être dans un monologue gouvernemental ennuyeux Mais dès vous savez, vous 2026? m'étonnez. J'ai l'impression que vous n'avez pas écouté le chef de l'État ou que vous ne l'avez pas compris. La loi, moi je l'ai lu, hein, mais ce que nombreux en comprennent n'est pas ce que j'en retiens. La loi ne nous demande pas de ne pas nous exprimer. Au contraire, la loi nous demande de faire introduction, thèse, synthèse et conclusion dans nos prises de position politiques. C'est pour ça que moi, au lieu de prendre même la position qui concerne l'opposant, je prends la position qui concerne le mouvancier, qui, tout en soutenant toute initiative du gouvernement, doit pouvoir dire, et voici ce que je voudrais qu'on ajoute. Il faut améliorer à chaque fois. Autant mouvancier comme opposant. Le mouvancier qui d'emblée soutient doit pouvoir dire, si on ajoutait ceci, ce serait encore mieux. L'opposant qui dit c'est mauvais, ben, lui doit pouvoir dire si on faisait de telle autre façon, ce serait mieux. C'est tout ce qu'on nous demande. Si jamais on doit faire 6 ans sans nous exprimer, on est foutu. La presse va mourir d'ailleurs. Justement. Allez, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Corvi, que le 7 ans pour le mandat présidentiel, cela vous intéresse, mais en passant à 7 ans, ne sacrifie-t-on pas un peu la réactivité démocratique sur l'autel peut-être de la stabilité? Et je donne un exemple. Si le président perd, par exemple, l'adhésion populaire dès déjà la deuxième année, le septennat ne risque-t-il pas de devenir une éternité insupportable face ou faute d'une soupape électorale? Ce que vous dites est pertinent, mais tout président qui perd le soutien populaire doit avoir des gens autour de lui en mesure de lui dire président, ce qu'on fait là n'est pas ce que veut notre peuple. Revenons à ce que veut notre peuple. Parce qu'on gouverne pour les populations, on ne gouverne pas contre les populations. Donc, le risque existe. Mais nous allons l'expérimenter. Les Français étaient à 7 ans, ils sont revenus à 5 ans. Nous sommes à 5 ans, nous allons à 7 ans. Peut-être qu'on reviendrait à 5 ans. C'est comme le Sénégal, qui était à 5 ans, qui allait à 7 ans, qui est revenu encore à 5 ans. Si à la pratique, on se rend compte que 7 ans, c'est trop, eh ben, ah non, pas que c'est trop, mais que 7 ans, ça crée des problèmes politiques et de non-adhésion des populations à la pratique politique de celui qui est élu. Je crois qu'on n'aura pas le choix que de revenir à 5 En ans. le justifiant, on pointe du doigt un développement, Monsieur Corvi. Un développement, le chef de l'État a dit, quelqu'un qui a des ambitions va forcément travailler, mais le travail ne finit jamais. Même on donne 20 ans à un président de la République, il ne finira jamais sans ses ambitions pour le pays. Alors, vous et moi n'avons jamais été président. Et je crois que le président Talon, en réfléchissant de cette façon, c'est à la pratique et à l'expérience qu'il se dit 7 ans, c'est mieux. Et moi-même, je vous fais la confidence d'avoir dit le 30 mars 2021 au chef de l'État, quand il m'a fait l'insigne honneur de me recevoir, alors que je venais de guérir de ma folie politique, ben je lui ai dit, président, je crois qu'un septennat, 2 fois, ce serait bien pour notre pays. Il m'a posé la question, je lui ai dit, dans des pays pauvres comme les nôtres, qui sont dans le processus de développement, 52 fois, ce n'est pas assez. Il faut 7 ans. 2 fois. Et bon, il avait presque fait la remarque que vous faites aujourd'hui. Est-ce que les populations, est-ce que ceci? Mais s'il en vient aujourd'hui à soutenir la même thèse, lui, il est resté président durant 9 ans. Je crois qu'il a vu les faiblesses de notre système et il veut essayer de les corriger. Je lui laisse le bénéfice du doute. Ceci étant dit, si à la pratique, on se rend compte que ça ne marche pas, ce n'est qu'une constitution, on peut encore la modifier. Bien sûr, mais nous sommes inscrits dans une certaine continuité dans nos réformes que nous avons entreprises depuis l'arrivée du chef de l'État actuel, Patrice Talon. En passant justement à 7 ans, Monsieur Corvi, n'est-ce pas finalement une autre preuve de l'échec de cette
réforme du système partisan. Je m'explique dans ma question, puisque on ne veut que les partis politiques garantissent une certaine pérennité et que le président émane même justement de ces formations politiques. Alors, peu importe que le mandat soit 5 ou 7 ans, si celui qui est là, il s'en va et que le système est là, normalement, cette réforme politique nous permettra de garantir la continuité du développement voulu. Alors, ce que vous dites n'est pas faux. La Chine est là depuis déjà 69 ans. Les Chinois, ma foi, ce n'est pas l'homme, c'est le système. Même quand on change celui qui vient, il continue. Justement. C'est ce qu'on a comme ambition. Mais on n'en a pas encore les moyens. Ne vous contentez pas des tests. Ce que vous dites là, c'est ce que disent les tests. Vous avez remarqué que même dans le choix des candidats et dans la mouvance et dans l'opposition, personne n'a respecté réellement les tests. On a respecté nos réalités. Donc, finalement, on fait les tests pour ne plus les respecter. Non. Même ceux qui les conçoivent, monsieur. Non, attendez. Même le camp qui les conçoit, monsieur. Attendez. J'avais dit aussi sur ce même plateau, bon, vous avez amélioré, mais dans la même salle, j'avais dit ici que venu le moment de choisir le candidat, là, personne ne respectera ce que dit le système partisan. Je l'avais dit ici et je paraissais comme un dictateur qui ne veut pas qu'on respecte les tests qui ont été choisis. Donc, personne n'a respecté les tests cette fois-ci, puisque nous avons tous ce plaisir à dire, oh, Romain Al-Wadaï n'est pas de BR, on dit il n'est pas de UPR. Bon, alors, en principe, on ne devrait pas tenir de tels propos. Mais la réalité est telle que s'il était de BR ou bien de UPR, il n'est pas évident que s'il est de BR, que UPR le soutienne. S'il est de UPR, que BR le soutienne. Il n'est peut-être pas aussi évident que si BR et UPR doivent tous proposer leur candidature, trop de candidatures auraient pu nous mettre en difficulté. On a décidé de mettre sous boisseau, pour le moment, le système partisan tel qu'il est. Il est voulu tel qu'il est écrit pour faire la real politics. Les réalités politiques nous ont imposé là où on en est aujourd'hui. Pourtant, c'est la réalité politique qui a voulu le système partisan. Finalement, on ne va pas de coq à l'âne. Non, on ne va pas de coq à l'âne. C'est un début. Le système partisan, on n'arrive pas à tout appliquer, mais on applique quand même une partie pour la députation, les maires et autres et tout. Le système partisan intégral est respecté. LD a voulu système partisan. Ils l'ont appris à leur dépens, ils n'ont même pas pu avoir un candidat. J'ai toujours dit sur ce même plateau qu'il fallait que Yahya Boni impose d'autorité qui est leur candidat. Et que Patrice Talon fasse pareil, sinon ce serait la catastrophe. Patrice Talon, visiblement, m'a entendu. Nous avons Wadaï et nous sommes tous dans les rangs, comme dit Keita Paul. Yahya Boni n'a pas écouté et il jouait les démocrates, évidemment, pour coller au nom de son parti. Il a appris à ses dépens. Agbojo, qu'il a amené, et comment il s'appelle, Sogino a dit qu'il n'en veut pas. Et la catastrophe qui devait arriver, arriva. Vous savez, et ça c'est une petite histoire, celui qui a créé le moteur diesel a été tué par lui-même parce que il a créé le moteur mais il ne savait pas bien comment conduire. Donc ce sont des expériences et les échecs qui vont améliorer le système partisan. D'accord. Donc pour vous, dans la continuité, là, vous vous retrouvez. Absolument. On peut faire à ce stade-ci que ce qu'on a fait là. Parce que nous avons mis des tests dont nous n'avons pas l'équivalence mentale. C'est-à-dire? Mais nos populations ne sont pas à ce point-là éduquées à comprendre ça, à respecter ça, à accepter ça. La politique n'est pas la chose des populations en réalité. Elle se transforme en peuple une fois dans les unes. Elle va à ses occupations. Alors, ce que j'appelle population là, oui. Même nous qui jouons les hommes politiques, même les députés qui jouent les hommes politiques sont de la population. Je vais prendre Michel Sogino. Michel Sogino n'a pas vraiment accepté toute la valeur de toutes les contraintes, obligations du système partisan. Sinon, même si son parti avait amené un chien, il aurait pu dire, bon, écoutez, le système partisan
d'ici et ça. Or, à la pratique, même on se rend compte même que il y a des failles même dans le système partisan qui permettent à celui qui a son parrainage de même décider de ne pas parrainer s'il ne veut pas parrainer. Ben, s'il veut parrainer, il ne peut parrainer que celui que son parti a choisi. Cette possibilité qu'il ait de ne pas, le droit qu'il a de ne parrainer personne est une faiblesse aussi pour les partis. Donc, on va partir en améliorant. D'accord. Améliorons, puisqu'il ne faut que faire l'expérience pour apprécier au résultat. Le chef de l'État a parlé également du mandat, de l'allongement des mandats qui a atteint aussi les députés. Entre-temps, ça avait été limité. Aujourd'hui, c'est unlimited, comme on le dit souvent. Vous disiez que cela ne retrouve pas votre adhésion totale. Oui, je n'ai pas compris. La dernière modification disait qu'on pouvait être député que 3 fois et 3. Bon, je ne sais pas pourquoi ça devient illimité. Parce que, surtout que c'est 7 ans. Le chef de l'État, on parle d'expérience. On Oui. priorise l'expérience parlementaire, mais des gens risquent de ne jamais faire cette expérience avec le temps. Quelle expérience. Bon, enfin, c'est le chef de l'État, et je vous ai dit, il est président, il a vu, puisque nous on a vu, mais je crois que c'est bien le même chef de l'État qui avait estimé que à l'expérience, il fallait que les gens se fassent au plus 3 mandats et que ça s'arrête à cela, n'est-ce pas? Ah, je vous dis, faisons l'expérience, mais puisque le mandat est passé à 7 ans, je crois qu'on aurait pu, limitant le nombre de mandats du président, limiter le nombre de mandats des députés, honnêtement. Parce que plus le temps passe, moins ceux qui croient avoir accumulé de l'expérience au Parlement sont qualifiés même pour parler de ce pays. Les jeunes qui montent après nous, les réseaux sociaux, leur niveau de formation fera que certains seront en déphasage avec la réalité de la société. Aujourd'hui, ceux qui ont les moins de 35 ans sont au moins 70% de notre population. Ben, je crois que c'est parmi eux qu'on devrait avoir plus de députés. Ben, si on prend les députés, un député qui a déjà 80, puisqu'on dit ça peut être illimité, quelqu'un à 80 peut se retrouver toujours en train de candidater. Qu'est-ce qu'il comprendra de sa société? Mais bon, ça c'est une analyse que je fais pour améliorer le débat, puisque le président nous y invite. Ben, je crois que faisons l'expérience de mandat de députation illimité, le temps qu'on se rende compte qu'il faut améliorer. Non, moi je sais que dans 7 ans, 8 ans, on va encore réviser notre constitution. Pour les mêmes motifs dont rien, on parle ce soir. Mais la constitution est un test qui doit être vivant, qui doit s'adapter à l'ère du temps. Aujourd'hui, je vais vous surprendre, mais moi j'ai la vague impression que le président a voulu qu'on bénéficie de la jeunesse de Romuald Wadaye, de son savoir-faire, et on travaille pour qu'il puisse faire 14 ans pour nous consacrer sa jeunesse et à participer à la construction du pays. Mais après ces 14 ans, ne soyez pas surpris qu'on ramène encore le pouvoir à comment on appelle, le nom du mandat, le temps du mandat présidentiel à 5 ans. Non, ça ne va pas à 10 ans. À 10 ans, c'est à 5 fois 2. Voilà, 5 fois 2. Ce n'est pas exclu. Et le Sénat que nous avons, c'est une très bonne chose. On va l'expérimenter. Ben, comme dit quelqu'un, vieillir n'est pas toujours preuve de sagesse. Même les cons vieillissent aussi. Alors, si on se rend compte que au niveau du Sénat, les gens n'ont pas perdu les habitudes qu'ils avaient quand ils étaient jeunes et tout, et que le Sénat devient un problème, on va l'éliminer. Le Sénégal aussi avait un Sénat qui vient d'être éliminé. Donc, faisons l'expérience. Et il ne faut pas partir avec des a priori. Donnons la chance à la réforme. Le plus important pour notre pays, c'est le développement économique. Voyons si certains sacrifices de certains principes démocratiques, pas même démocratiques, certains sacrifices de principes politiques, vont nous réellement amener au développement qu'on souhaite.
Votre dernière analyse semble donner caution à ceux-là qui estiment que Patrice Talon a tout verrouillé pour sauvegarder toutes ces réformes après son départ. Oh, mais les êtres humains passent. Mais avec la nouvelle architecture de cette constitution, votre candidat que vous soutenez, si c'était lui qui gagnait, vous pensez qu'il sera réellement un chef d'État ou bien un super administrateur? Non, il sera un chef d'État à part entière. J'ai fait une émission et je vais reprendre le même exercice ici. J'ai dit, et ça c'est à l'intention de Romuald Wadaï, au cas où il sera élu, et je sais qu'il sera élu puisque je suis derrière lui, et vous aussi. Alors, élu, il faudrait qu'il sache que c'est lui le président, le père de la nation. Il est le père de tous les anciens présidents, y compris même des membres du Sénat. Et le président Talon, à qui je demande d'être président du Sénat, sinon ça n'aura pas son sens, ben, il faudrait qu'il sache que désormais, c'est Romuald Wadaï qui est l'élu, le président de la République, et tout le monde doit lui faire allégeance. Nous sommes toujours dans les si. Ben oui, mais ceci étant dit, on peut dire tout ce qu'on veut, il y aura toujours une faiblesse de Romuald Wadaï, président, devant Patrice Talon, ancien président. Cela va de soi. Et que vous demandez d'être président du Sénat, donc Romuald Wadaï, président, si c'est lui, Patrice Talon. Ce sera lui. Non, bon, Quand ce vous, sera vous êtes lui. dans votre rôle Non, il faut dire partisan. quand ce sera lui. Moi, je suis dans un rôle professionnel. Bon, donc, d'accord. chacun joue son rôle sur ce plateau, monsieur Corby. Donc, Romuald Wadaï, président, Patrice Talon, président du Sénat. Oui. Sinon, ça n'aura aucun sens. Parce que il a bien dit qu'il a lu le test, il a compris combien d'anciens présidents, bon, on en a encore deux en dehors de lui, les autres, est-ce qu'ils ont vraiment conceptualisé? Est-ce qu'ils ont vraiment compris l'esprit du Sénat comme lui? Non. Si c'est quelqu'un qui en est président, ce serait la catastrophe. Parce que, moi je ne me mens pas moi-même, Hassan Seydou et Akhenatonde ont porté le projet. Mais c'est curieux, quand j'ai écouté le président l'expliquer, je me suis dit, comment ça se fait que lui comprenne mieux les textes du Sénat dans leur esprit et essence, plus que les deux qui l'ont porté. Et vous m'avez dit, vous venez de me dire qu'il a dit, et qu'il a travaillé sur ça. Oui. Bon, très bien. Donc, c'est lui qui comprend le plus. Vous savez, quand un texte est sur papier, vous le lisez là. Vous n'avez pas les noms dits de celui qui l'a conçu. Donc, il faut que Talon soit d'abord le premier président du Sénat. Sinon, ce serait la catastrophe. De là à ce que le Sénat croit qu'il peut régenter le chef de l'État élu. Et s'il voudrait le faire, s'il y a conflit d'attribution entre les deux, n'y a-t-il même pas à craindre ces conflits? Oui, s'il y en a, c'est le président de la République élu. Si c'est lui qui a raison, c'est lui que son peuple va soutenir. C'est lui qui incarne la légitimité, la souveraineté du vote populaire. Donc, il n'y a rien à craindre là. Et je sais que le président Talon sait jusqu'où il ne faut pas aller. Et c'est pour ça qu'il essaie de vous rassurer. Parce que quand on prend le test brut, on peut vous donner raison dans vos craintes. Mais lui vous donne l'esprit du test. Et dans l'esprit du test, et c'est ça le bon sens, c'est Romuald Wadaï, élu président, qui est le chef de l'État, le père de la nation. Et tout le monde doit s'incliner devant lui quand c'est lui qui a la dernière parole. Mais le Sénat est utile parce qu'il y a il y a eu des situations ici, vous avez peut-être oublié, où le président du Parlement et le président de la République ne s'entendaient pas sur une loi. Il a fallu des négociations pour que finalement on n'ait pas de clash. Donc il fallait un organe quand même qui soit chargé de résoudre de tels conflits. C'est déjà arrivé. Bien sûr, je suis. Mais quand vous l'expliquez justement comme ça, quand on se projette un peu, on a l'impression que on a balisé le terrain simplement pour le prochain président de la République, bien sûr, afin qu'il ne gère pas de crise politique, qu'il n'ait pas à gérer de crise politique majeure,
que lui se consacre sur les tâches administratives et que la politique politicienne n'est pas raison de son mandat. Enfin, si on doit interpréter Oui, terre à terre cette vous réforme deviez constitutionnelle. applaudir ceux qui ont eu de telles idées. Si, ben c'est justement ça. Parce qu'on est fatigué. Vous savez, il faut quand Et même... je vais oser cette question qui peut vous paraître tendancieuse. N'est-ce pas un peu qu'on doute après alors de sa capacité à gérer notre classe politique, Non, ça n'a de ce rien à prochain voir. président? Ça n'a rien à voir. Bon, imagine même que ce soit même le cas, c'est pas bien grave. Mais ce que je veux dire, notre pays a besoin d'être construit. Les conflits de chiens écrasés là, il faut les mettre de côté. C'est pour ça que si vous écoutez bien l'esprit du Sénat de cette loi-là, les conflits de tel m'a mordu, tel a fait ceci, ben, seront résolus au niveau du Sénat. C'est la cour des sages, la cour des anciens. Et on laisse l'exécutif s'occuper réellement de la construction de ce pays, de la gouvernance. Je vais dire tout simplement, si vous voulez, qu'en réalité, le Sénat va régner et le président de la République et son gouvernement vont gouverner. C'est un peu ça. Le Sénat va régner et le président de la République et son gouvernement vont gouverner. Ils seront dans la tâche au quotidien du développement de notre pays. Donc, vous confirmez la thèse du super administrateur que sera le chef de l'État dans 2026, qui sera c'est pas bien grave si en ça, 2026. Si ça nous permet de construire notre pays, pourquoi pas? Ou vous voulez qu'il soit là à gérer les conflits politiques? Il n'en a pas besoin. En définitive, puisqu'il faut qu'on passe à autre chose, en définitive, cette réforme constitutionnelle nous sera-t-elle réellement bénéfique dès 2026 pour les prochaines années à venir, M. Corvi? Bon, l'histoire nous dira, puisque aucun de nous ne lit dans une tasse de café. Mais ça, c'est l'esprit, ça. Il faudrait que les populations comprennent déjà, contrairement à ce qu'on a voulu leur faire croire, que le président de la République n'est pas régenté par le Sénat. Si les populations ne comprennent pas ça, si jamais le Sénat voulait jouer le rôle du président élu, parce qu'il n'est pas exclu, par exemple, que Rumpé soit le président. À imaginer que Rumpé soit élu et qu'il n'y ait pas de ces accointances qu'on peut naturellement attendre du gouvernement actuel avec Wadaï et cela. On va se retrouver dans des difficultés. Donc, parce que tout est fait comme si il n'y avait plus d'élection. Wadaï sera là, on va travailler au gouvernement, c'est lui qui mobilise les ressources pour construire le pays, d'accord, mais prenons l'autre possibilité. Si Humpé, que c'est lui seul qui est candidat, était celui qui était élu, il n'est pas évident qu'ils comprennent réellement le modèle économique qui est en cours. Or, si ce modèle économique qui est en cours est stoppé, ce serait la catastrophe. C'est pour ça que je vais dire aux Béninois, que vous aimiez Premier Wadaï ou pas, c'est lui qu'il vous faut. Bon, on n'y est pas. Sinon, tout va s'écrouler. On attend quelques jours encore. La campagne va démarrer le 26 prochain, donc rassurez-vous. Ah, d'accord. Vous aurez le temps de faire campagne, mais ce matin, on ne va là pour faire la campagne. Mais, dernière question que je n'avais pas posée. Pensez-vous que l'ancien président Boni Yayi va siéger parce qu'il disait qu'il n'est pas intéressé par cette affaire-là, l'affaire du Sénat? Pensez-vous qu'il siégera? Parce que Salon lui a dit qu'il voudrait bien que personne ne s'en dérobe. Lui sera. Bon, Patrice Talon est dans son rôle d'inviter tout le monde, puisque c'est lui qui a initié, c'est lui qui porte la loi. Et les colères du président Yayi Boni font qu'il dit qu'il ne va pas siéger. C'est aujourd'hui. Il n'approuve même pas l'idée du Sénat. Ouais, mais il n'est que béninois, il est tout seul. Moi, je vous viens de vous dire que je n'approuve pas toutes les idées, mais je les soutiens puisque c'est voté et cela s'impose à nous tous. C'est promulgué, c'est devenu la loi. Bon, il faut voir la situation du président Yayi Boni comme la situation d'une femme qui est un peu fâchée contre son mari. Ça va lui passer avec le temps. Il va siéger. D'abord, il y a des avantages que ça donne. Et il y a beaucoup de choses.
Et il pourra s'exprimer plus en tant qu'homme politique, mais en tant que sage de la nation. Lui qui aime donner ses avis, il va siéger. On n'a même pas besoin de le supplier pour ça. Il viendra. On verra alors. Abordons à présent, Monsieur Corvi, l'attaque du 7 décembre 2025. Patrice Talon a qualifié de marginal ce qui s'est passé tout en refusant toute lecture politique. Il renvoie à une lecture sociologique. En tant qu'analyste, que comprenez-vous de cette lecture sociologique que le chef de l'État a voulu faire de cette situation? Bon, alors c'est un sujet tellement délicat et c'est un sujet douloureux. Je voudrais que vous me permettiez d'observer une minute de silence en la mémoire de Dame Berthe Bada et d'autres certainement qui sont morts dont on ne connaît pas le nom. Et à son âme. La télévision, c'est une question de temps. Oui, ça fait mal de savoir que des Béninois ont pu prendre les armes contre d'autres Béninois. Le président a raison de dire que c'est une situation marginale. Si ça avait été un complot d'État, un complot de l'armée, on n'échapperait pas. Heureusement, maintenant, je vais juste prier, nous tous, hommes politiques et classes politiques, à nous comporter de telle sorte que on n'est plus, certains d'entre nous, en armes, à prendre les armes contre la République. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi chrétienne vient de la parole de Christ, c'est Romains 10, verset 17. Ce sont les propos, ce sont les appels des civils, des hommes politiques qui ont amené à cette folie-là. Ne pas le reconnaître, c'est faire le lit à de telles catastrophes encore dans l'avenir. Et c'est en cela que justement le Sénat vient à point nommé pour sanctionner ceux qui auront de langage du genre à dire « Oh, il ne finira pas telle date, il ne sera pas président jusqu'à telle date, il ne sera pas là au-delà de telle date. » Bon, ils veulent que ça se passe comment? C'est une invitation indirecte, malheureusement, à un coup d'État. Peut-être qu'ils n'en avaient pas conscience, mais c'est ce que ça produit. Donc, ce sont les erreurs de langage de nous, civils, hommes politiques, qui ont créé cette folie-là. Parce que c'est une folie. Quand vous regardez le petit nombre qui a pris les armes, ils ne pouvaient jamais réussir. Ils n'ont même encore rien réussi, ils se désignent via qui est président. À la limite, si moi je dois les sanctionner, je vais les radier de l'armée. Pas parce qu'ils ont fait une mutinerie, mais parce que c'est c'est-à-dire la procédure de coup d'État la plus conne que j'ai jamais vue de ma vie. Heureusement d'ailleurs. Sinon, ce serait la catastrophe. Donc, oui, le président a raison de dire que c'était marginal et tout. Oui, ça c'est sur la question marginale, ok. On lui a demandé quelle lecture politique il en faisait. Aucune qu'il a répondu. Ben, lui, oui, il a fait plutôt une lecture sociologique. Et c'est ce que je vous demande votre compréhension de cette lecture c'est ce que, pour ça, je vous dis, quand il parle de lecture sociologique, c'est ça que j'appelle, ce sont nos propos. D'accord. C'est ce dont on nourrit le social, la population qui a généré ça. Quand des hommes politiques disent de l'opposition, ou bien disent résistants, ou je ne sais quoi, disent pour telle raison, le président ne doit pas rester là, et on va le chasser, et le peuple va faire ceci. Mais quand on dit le peuple, c'est civil et militaire. Quand on dit le peuple là, c'est civil et militaire. Alors il y a eu des marginaux qui se sont dit, bon, nous sommes en armes, on peut aller le chasser. Donc, ce sont les propos d'hommes politiques. Et c'est à cela que je dis que c'est un échec de la classe politique, mouvance comme opposition. Et je ne dis pas un échec du gouvernement, mais c'est un échec de nous autres hommes politiques dans notre façon de parler. D'accord, mais en cela, dans les résolutions, je ne sais pas si vous avez lu celle du Parlement de la CEDEAO, on nous exhorte à initier un dialogue qui
prend en compte toutes les parties prenantes pour des élections. Je cite à presque ce qui a été écrit pour des élections inclusives. Est-ce que ce Parlement de la CEDEAO, dans lequel se retrouvent nos députés béninois, évidemment, font une autre lecture politique? Bon, vous savez que, enfin, je vais être gentil. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des difficultés pour venir donner de tels préceptes. Comment est-ce qu'on fait ce qu'eux disent là aujourd'hui sans remettre en cause tout le processus électoral? Vouloir appliquer ce qu'eux ils demandent aujourd'hui, c'est nous créer d'autres crises. Quand on aura fini les élections, je crois que Romuald Wadaï, président, investi, par la grâce de Dieu. Ou Paul Rompé. Paul Rompé, non. Je ne suis pas sur lui, il ne peut pas gagner. Alors, c'est dans les urnes, on va gérer cela. Oui, quand Romuald Wadaï sera président, les Béninois feront le choix. Oui. Quand Romuald Wadaï sera président, peut-être qu'il va essayer, et c'est ce que je lui recommande, d'initier le dialogue dont parle la CEDEAO pour que les enfants, parce qu'il sera le président de tout le monde. Et d'ailleurs, Agbodjo, qui était candidat de LD, dit qu'il lui apporte son soutien. Donc, il est aussi le candidat aujourd'hui de LD. Il n'a pas de candidat. De Agbodjo. Non, de LD. Bon, LD n'a pas soutenu Wadaï. LD a des individualités. Oui, mais LD n'a pas de candidat. Alors qu'il ne peut pas rester en marge. Donc, LD soutient d'office Romuald Wadaï. Ça peut être hein, mais moi, je sais qu'ils ne sont pas idiots. Ils vont soutenir Romuald Wadaï, même s'ils ne le disent pas. Eh bien, il a été élu par les voix de tous les Béninois, y compris LD. Ce n'est pas mauvais qu'il initie un dialogue. Lui, il sera au-dessus de la mêlée. J'ai un problème avec... Non, attendez. Il sera au-dessus de la mêlée. Il n'y a pas. Là, c'est Patrice Talon qui est élu. Oui, mais ce que dit la CEDEAO ne peut pas être appliqué par Patrice Talon. À moins qu'on rejette les élections ou dans 2 ans. Et là, Patrice Talon a encore droit à 2 ans, ce qui ne me déplairait pas. Donc, pour appliquer ce que dit la CEDEAO, là, c'est trop tard. C'est comme on dit chez nous, dessous trop tard. On va aux élections, on garde ce qu'on a sur place, et après les élections, on peut initier un dialogue entre BR, UPR, LD. Enfin, la classe politique va dialoguer, parce que le gouvernement n'est pas concerné, a priori. Mais les interpellations, d'accord, je prends votre réponse concernant cette situation ou cette résolution de la CEDEAO. Aujourd'hui, la justice a pris les devants de cette affaire, puisque on voudrait bien, les Béninois voudraient bien que savoir comment ça applique et qui sont les commanditaires. Les interpellations aujourd'hui visent essentiellement enfin, je préfère dire les interpellations pour les acteurs politiques interpellés, si je peux le répéter. Pour les acteurs politiques interpellés à l'heure actuelle, ce sont des acteurs de l'opposition. Quand le chef de l'État lui-même pointe des acteurs marginaux jaloux qui auraient manipulé les forces de l'ordre, alors parle-t-il de l'opposition politique ou des ennemis invisibles, Monsieur Corvi? Ah, j'en sais rien. Ça, c'est une question qu'il faut poser au chef de l'État. C'est une question plutôt délicate. Et répondre à ça reviendrait à mentir au fait. Je ne suis pas un marabout, ni un charlatan. En réalité, c'est difficile de savoir réellement. Le président des informations que moi, je n'ai pas. C'est sûr. Mais je vous ai dit, et là, c'est le psychologue de la communication qui parle et l'homme politique qui observe. Ce qui est arrivé vient des propos que certains d'entre nous, ou bien de l'invite de certains d'entre nous en tant qu'hommes politiques. Est-ce qu'ils sont de la mouvance, est-ce qu'ils sont de l'opposition? Ça, c'est une autre chose à déterminer. Donc, ce sont les propos de la classe politique qui ont amené des hommes en armes à croire qu'ils pouvaient répondre à leur appel. Et c'est pour ça que le président parle d'une question sociologique et ce n'est pas politique. Oui. Parce que pour que cela soit politique, il faudrait que des partis d'envergure ou bien des personnalités politiques d'envergure soient vraiment mêlés. Or, quand on regarde, c'est peut-être personne n'est mêlé directement, mais les propos avancés, ça et là, ont amené
certains marginaux à croire qu'ils pouvaient passer à l'acte. Mais il est difficile de ne pas observer ceux qui sont en garde à vue aujourd'hui et ceux qui sont Vous placés en connaissez, sur vous? convocation. Monsieur Azanaï, il est déposé dans cette affaire, Ah oui? bien sûr. Vous me l'apprenez? Donc, ok, prenez acte là-dessus. Monsieur Chabiaï, il est placé sous convocation. Il y a le député Bouquet qui également est inquiété dans cette affaire-là. Non, le député, je vais commencer par D'où dire. l'interrogation, Monsieur Corvi, est-ce que finalement ciblé sur l'opposition? Bon, il y a M. Bouquet, son nom Bouquet. Enfin, c'est son nom Bouquet. Bon, on va parler en français. Soumaïla, lui, il est interpellé. Et si vous compreniez, Bariba, je vous aurais fait écouter un audio qu'un paysan avait déjà fait le jour même pour lui reprocher de célébrer un coup d'État alors qu'on dit qu'on dissout le Parlement où il est député. Et il lui a dit, mais comment tu peux célébrer un malheur qui frappe notre pays? C'est ce qu'on l'État aussi lui reproche aujourd'hui. Enfin, la République lui reproche. Bien sûr. Et la main agissante de la République, c'est la justice. Voilà. Donc, c'est la République dont il se réjouissait du malheur qu'il veut lui savoir pourquoi il se réjouit du malheur. Or, se réjouir justement du malheur qui frappe la République est considéré comme l'apologie de coup d'État qui est en même temps vu comme participation à une activité terroriste. Et c'est ça qui le frappe. Et il y a votre dame Angela Pédou, bien que... Mais je parle des acteurs politiques. Non, non, non. Je veux dire, c'est dans la même veine qu'elle aussi, elle a été interpellée. Et je crois, s'il y a d'autres aussi, il y a d'autres qui ont dit qu'il fallait, enfin, il ne va pas appeler son nom ici, puisqu'il n'est pas arrêté, et qui demandait à ce que les militaires fassent de telle sorte qu'aucun ministre ne quitte le pays. S'il était là, on l'aurait arrêté aussi, etc., etc. Donc, ceux qui sont réjouis d'un malheur qui frappait la République, c'est la République qui se venge de ceux-là à travers sa main forte qui est la justice. Ça ne veut pas dire qu'ils ont initié un coup d'État. Maintenant, Azanaï, je ne l'ai pas entendu se réjouir ou bien s'exprimer par rapport au coup d'État. Si on l'a déposé, alors que dans le même dossier, on avait interpellé Yahi et Chabi Yahi, qu'on a laissé libre pour continuer les enquêtes, et lui déjà, on l'a déjà déposé, c'est qu'il y a forcément des faisceaux, peut-être qu'il laisse à une complicité, ou bien qu'il était peut-être informé même qu'il y a possibilité de coup d'État et qu'il n'est pas dénoncé. Mais vous-même, Madame Angela Toboula, n'est-ce pas? Ah, Angèle Toboula. Voilà, je vais y arriver. Angèle Toboula. Vous n'écoutiez pas dans ce pays Azanaï tout le temps. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a le sens de l'analyse. Mais quand ça le prend aussi, il sait aller un peu au-delà de ces analyses qui peuvent vous pousser de tels fous ou bien des gens qui ne sont pas équilibrés à prendre les armes. Je ne dis pas qu'il était en complicité avec eux, je n'ai pas vu le dossier. Mais le Sénat dit qu'on va poursuivre des hommes politiques qui tiennent certains propos. Ben, je crois que si on avait un Sénat, il y a longtemps qu'on aurait demandé à Zanaï de ne plus dire « Oh, à telle date, il n'y aura pas élection, il n'y aura pas ceci ». Mais quand il dit « il n'y aura pas élection », il n'explique pas. Ça peut vouloir dire « il n'y aura pas élection telle que vous le concevez ». Ça peut ceci, il peut parler au second degré. Donc peut-être qu'on voudrait qu'il explique que des gens aient voulu mettre la République en difficulté, alors que c'est ce qu'il prophétisait presque. Mais est-ce que ce qu'il dit là veut dire aller faire un coup d'État? Ça, je ne veux pas franchir ce pas-là, j'en sais rien. Et je crois qu'il est trop intelligent pour faire ça. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Bien, c'est vrai que tous les Béninois, comme je le disais tout à l'heure, voudraient que lumière soit faite sur cette affaire pour qu'on situe les responsabilités. Mais je ne veux pas dire à la lui où vont les choses, hein, mais au vu de ces interpellations d'acteurs politiques, la justice déterminera leur implication ou non. Moi, ma question, c'est de savoir si
À l'issue de cette procédure judiciaire, le climat politique ne sera pas davantage crispé, Monsieur Korovi. Ben, on fera avec, parce que on va quand même pas laisser ce qui a failli arriver là, on va pas laisser l'initiative impunie. Si quelqu'un avait vent de ça, il n'a pas dénoncé, ben, la loi lui sera appliquée. Si quelqu'un est mêlé directement à ça, la loi lui sera appliquée. Et si quelqu'un s'est réjoui de son avènement, la loi lui sera aussi appliquée. Mais seulement la sanction n'aura pas la même sévérité en fonction de ce que vous avez fait ou bien de la catégorie dans laquelle vous êtes. Comment on sort de cela, Monsieur Korovi? Ah, j'en sais rien. Je crois que quand la justice aura fini de faire son travail et qu'on aura fini de faire notre deuil, peut-être que dans la recherche de la cohésion nationale, en fonction de l'implication de chacun, on verra ce qui peut être fait. Comment, je repose autrement alors ma question. Donc, j'ai bien compris. Comment rétablir la confiance après ces événements malheureux? Ben, j'en sais rien. Nous allons prier notre Père qui est aux cieux, et d'autres vont dire, vont faire Al-Fatiha et les vaudous vont faire des libations. La confiance peut revenir, mais comme je dis, il faudrait que nous, hommes politiques, de la mouvance comme de l'opposition, qu'on prenne conscience que nous courons le même risque. Il n'y a aucun pays où des militaires aient pris le pouvoir, ou toujours les mêmes raisons fallacieuses, au troisième mandat, aux dictatures, mais quand ils viennent, ils font pire. Le Mali, ceux qui ont créé le lit du coup d'État sont tous en exil aujourd'hui et d'autres en prison. La Guinée-Conakry, au moins Cellou Diallo était opposant dans son pays. Aujourd'hui, il est en exil, sa maison a même été brisée. Et les militaires qui ont dit qu'ils ne seront pas candidats, ils sont candidats et ont empêché d'autres de l'être. Le Burkinabé, quand il est venu, il a CEDEAO 18 mois, il a dit, mais non, 18 mois c'est trop, 6 mois ça me suffit, moi. Je veux vite rétablir l'ordre, la paix et repartir. Il est là depuis 3 ans et il a fait tout pour que on ne fasse élection qu'après 2029. Le Niger, c'est pareil. Je veux même prendre notre pays, le président Mathieu Kérékou. En 72, ce sont les civils qui ne s'entendaient pas. Le monstre à 3 têtes. Ils ont fait le coup d'État, les ont renversés. Chacun croyait que ce serait en sa faveur. Ils ont fait 10 ans chacun de prison et Kérékou est resté 17 ans. Nulle part au monde, les militaires ne prennent le pouvoir pour le donner aux civils. Si vous croyez que vous vivez, parce que vous vivez une injustice politique, et c'est possible que les hommes se sentent brimés politiquement des civils. Mais pour autant, si vous amenez les militaires au pouvoir, ce ne serait pas votre avantage. Je n'ai vu nulle part encore où les militaires ont pris le pouvoir et remis ça aux civils. Seul ATT l'a fait en 91. Et là encore, c'est au Mali, hein, là encore, c'est le contexte qui l'y obligeait. Donc les militaires ne prennent pas le pouvoir au bénéfice des civils. C'est une erreur. Dans ce qui nous arrive et dans la recherche des mutins qui se sont enfuis, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Beaucoup voient la main de nos voisins immédiats dedans. Le gouvernement lui-même ne soupçonne pour le moment, en tout cas selon les communications officielles, personne, mais dit que toute démarche se fera pour retrouver les uns et les autres. Alors, dans cet environnement, Monsieur Korovi, la question est sur notre voisinage, la géopolitique. Comment le Bénin peut-il préserver sa paix intérieure tout en étant au cœur de ces adversités au niveau sous-régional? Je parle d'adversité en raison de notre situation confuse avec le Niger et autres. Alors, vous m'avez facilité la tâche. À l'entame de l'émission, vous avez dit que je suis nommé ou bien affublé du titre pompeux du conseiller à la stratégie du président Blaise Diagne, que je remercie au passage. Je remercie aussi les membres du bloc, enfin du bureau politique qui ont adoubé à cette nomination-là. Ainsi donc,
ma prise de parole sur certains sujets peuvent engager le bloc républicain, mon parti, et surtout son président. Puisque sur le sujet, le gouvernement a fait montre de sagesse et jusqu'à présent n'a encore doigté, enfin, Mais il y a pointé du doigt. Porter du doigt à quiconque. Le mot doigté peut porter à confusion, mais bon, puisque vous avez tous 18 ans, c'est pas bien grave. Mais poindre du doigt un pays, nous allons trouver des voies et moyens entre nous de faire la paix parce qu'on n'a que le Bénin. Et comme je dis, c'est la classe politique. Ce sont les hommes politiques qui doivent initier la démarche de la pacification de notre pays. Et c'est de la responsabilité du bloc républicain, de l'Union progressiste, le renouveau, et des démocrates. Les autres partis, ce sont des appendices. Mais ces trois-là, qui sont au Parlement aujourd'hui, ont le devoir d'aimer le Bénin au-delà de leurs propres intérêts à eux. Car tout ce qu'on peut dire, tigri, oui, mais ce sont nos guéguerres, nos partis politiques, civils, qui ont certainement fait le lit de cette situation, qui a fait que des militaires marginaux, c'est sûr, ont cru qu'ils pouvaient rendre justice à un autre pan de la classe politique. Quand vous les écoutez, vous avez l'impression qu'ils sont devenus le procureur de la République qui défendait une frange de la classe politique. Donc, ce sont les hommes politiques qui doivent trouver la solution d'abord, avant même le gouvernement. Le gouvernement, c'est une émanation des hommes politiques. Bien sûr. Donc, c'est à nous, hommes politiques, d'avoir un langage de vérité, de pouvoir nous regarder dans le miroir et se dire la vérité, et aussi de tenir un langage de vérité à l'intention des membres du gouvernement. Et quand je dis membres du gouvernement, y compris le chef de l'État, il faut qu'on dise la vérité au chef de l'État, parfois en lui faisant le tableau général et réel du ressenti de nos populations, de ce qu'on entend certains dire, pour que des fous habillés n'initient pas encore de telles folies. Doit-on améliorer davantage notre diplomatie vis-à-vis de nos voisins? Non, ce n'est pas notre diplomatie qui souffre. Non. Le mal est plus profond. Il y a une frange. Enfin, la culture des coups d'État est devenue un commerce aujourd'hui et il y en a qui en font leur chou gras. Cette histoire de panafricanisme à la con, et je dis panafricanisme à la con, parce que ce n'est pas ça le panafricanisme, fait que on trouve que tous ceux qui travaillent avec l'Occident sont des vendus, des traîtres à leur patrie, mais ceux qui travaillent avec la Russie sont ceux qui aiment leur pays. Mais quand vous allez vous comparer le Bénin aujourd'hui à la plupart des pays alentours, il n'y a pas match. C'est vrai, nous ne sommes pas encore développés. Nous sommes en train de développer notre environnement. Mais c'est déjà un début. Que les autres aussi le fassent. Ils ne le font pas. Et ils n'en ont pas les moyens. Donc, il faut que la classe politique, LD, UPR, BR, essentiellement, s'asseye pour ne penser qu'au Bénin et au Bénin seul. La solution ne viendra pas du gouvernement. La solution ne viendra pas du chef de l'État. La solution viendra de la capacité à échanger des hommes politiques. Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Vous avez parlé de panafricanisme à la con. Enfin, j'emprunte vos propos, hein, c'est pas trop mon langue mathématique. Vous parlez de ce panafricanisme. N'y a-t-il rien à faire? À quand même ces jeunes qui entendent ce discours panafricaniste, Monsieur Korovi. Oui, au fait, c'est un effet de mode. Il y a le premier drame, ce sont les réseaux sociaux où les gens ont des discours de haine, des discours pseudo-révolutionnaires, mais ce sont des discours anarchistes, mais que notre jeunesse consomme.
Il y a aussi le chômage qui fait que la misère, la pauvreté, fait que d'autres jeunes croient que ce sont nos choix diplomatiques qui font qu'ils n'ont pas d'emploi. Mais moi, j'ai des amis au Burkina qui me demandent de l'argent tous les jours. J'en ai au Niger qui me demandent de l'argent tous les jours. Pourtant, ils sont dans une révolution. Et c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, il faut démystifier ce discours-là. Aussi, il faut inviter les parents à parler avec leurs enfants. Mais il y a de ces jeunes, quand ils me voient, c'est pour ça parfois je laisse ma barbe, mais ils ne savent pas que moi j'ai 55 ans. Ils envient ma vie. Oubliez, alors qu'ils ne savent même pas que la vie qu'ils mènent aujourd'hui, là, à leur âge, je n'étais pas aussi bien loti. Ils sont impatients. Parce que vous êtes peut-être un peu trop présent et vous pensez désœuvré comme eux. Non, c'est pas un cas de désœuvré. Non, non, bah, ça ne me dit rien. Mais ils envient mon niveau de vie, oubliant le parcours que j'ai, oubliant, ne s'informant pas pour savoir qu'à 25 ans, ben, j'étais dans l'humiliation dans laquelle peut-être ils croient qu'ils sont aujourd'hui. Ben, c'est tout le problème. Les gens veulent être milliardaires le même jour. Ils regardent la fausse vie de richesse de certains sur les réseaux sociaux, ils veulent les copier. Et c'est grave. Donc, ils se laissent ce discours panafricaniste. Oui, mais c'est pas ça le panafricanisme, en fait. Et c'est tout le problème qu'on a dans nos pays. Ils veulent... enfin, bref, je ne veux même pas amener de l'eau à leur moulin en expliquant leur folie. Je voudrais juste dire que pour surmonter ce qui nous arrive, parce que le danger sera de passer par perte et profit, de minimiser ce qui s'est passé le 7. Si la classe politique ne fait pas une introspection pour dire comment avons-nous pu programmer des Béninois à croire qu'ils peuvent mettre fin à notre système démocratique parce qu'ils croient qu'il y a des problèmes dans le pays, ce n'est pas leur rôle. L'armée n'est pas l'arbitre des dissensions politiques qu'on peut avoir. On peut... d'aucuns peuvent être choqués, fâchés que LD n'est pas un candidat, ce n'est pas exclu. D'aucuns peuvent être fâchés que LD n'aille pas au communal, ce n'est pas exclu. Mais ça ne donne pas le droit à des militaires de prendre les armes pour dire qu'ils veulent les rétablir. Je vous dis, au Mali, les militaires ont pris les armes parce que un parti aurait triché à voler des sièges aux élections législatives. C'est que selon eux, que selon l'opposition, leur revenait. Ils sont venus les balayer, ça fait 5 ans. Aucun d'eux n'est plus dans le pays. Ils sont encore plus malheureux que quand ils faisaient leur opposition avec un régime civil. Que les hommes politiques qui croient que les militaires... À une époque de ma vie, j'ai aussi cru que les militaires peuvent être la solution à une crise politique. Donc, je suis mieux placé pour vous comprendre. Mais je vous dis, à l'expérience du Mali, de la Guinée, du Burkina, du Niger, même du Gabon, ce que j'ai vu là. Et je me suis souvenu de Kérékou aussi. Les militaires n'ont jamais été une solution à une crise politique civile. Aussi, ouvrez les guillemets, le pire régime civil est toujours mieux que le meilleur régime militaire. Et on les ferme, ces guillemets. Ah, vous les fermez. Oui, absolument. Quand on les ouvre, on les ferme. Allez, on va finir sur ce dernier procès qu'on fait au gouvernement d'avoir appelé la puissance étrangère pour régler cette situation. Est-ce que vous le reprochez également à Patrice Talon? Ah, non, 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 non. Au contraire, ça a sauvé tous ceux qui sont à Togmeye environ là. Devraient sortir et marcher pour dire Talon, oye, oye. Yahweh misé, Yahweh misé. À imaginer qu'il y a eu des combats dans cette... Voici un camp, il faut même déplacer ce camp de Togmeye là, de l'agglomération. La ville a envahi le camp. S'il y a combat là, vous imaginez, ils ont des 12 ou 7, des armes
qui tuent des éléphants. Quel éléphant? Éléphant même c'est petit. Qui abattent un avion. On commence par tirer pour les déloger de ce camp-là. Vous voyez tous ceux qui sont alentour, on aurait eu des morts à la pelle à ramasser. Et voici des gens qui ont perdu leur position, qui se sont retranchés dans leur base, armes engagées à combattre. Il fallait trouver un moyen de neutraliser leur matériel. S'il y avait eu des morts militaires ou civils à l'appel, on aurait vu des enterrements. Donc, ça a été un combat de chars, ce qui fait qu'on n'a pas en réalité de morts. Et à ce point-là, d'aucuns ont dit ils sont partis avec leurs morts. J'ai ri un tout petit peu parce que j'ai quand même j'ai des notions de sécurité, défense et je ne les vois pas dans leur débandade. Le feu qu'on leur a imposé en train de ramasser des morts, ils vont les amener où? Et après, ils ont fui comme de petits lapins, laissant femmes et enfants derrière. Il paraît même que Tigre est parti en civil, il s'est déguisé en civil et il est parti. Alors, donc, non, le président a bien fait. Aussi, le préambule de notre Constitution nous enjoigne de faire échec à tout coup d'État, même si on doit faire recours au diable. C'est constitutionnel ce que le président Talon a fait. Et puis, ce ne sont pas ni les Nigérians, ni les Français, ni les Ivoiriens qui ont mis en échec Tigri et ses amis. C'est seulement après 17 heures que ceux-là sont venus, tout était déjà fini. C'est après 17 heures. Et puisqu'ils ont gardé les armes, gardé leur position, si on laissait la nuit tomber, peut-être qu'ils allaient encore ressortir pour attaquer d'autres. Il fallait neutraliser les engins. Je soutiens à 100% la décision du chef de l'État. Merci à vous, M. Corvi. On va finir. On a parlé donc de cette réforme constitutionnelle expliquée par Patrice Talon et l'incident du 7 décembre. Pour conclure sur peut-être cette réforme, la question que j'avais peut-être pas posée et que je pose à la conclusion, de quand il voit un verrouillage complet. Alors, ce test ne met-il pas le prochain président, ce test met-il le prochain président à l'abri de tout ou crée-t-il une coquette minute? Vous savez, la gestion des êtres humains est plutôt difficile. Et c'est plutôt le chef de l'État prochain, dans sa gestion, qui va créer la cocotte minute ou pas. Et tout dépendra de sa capacité à communiquer, à convaincre, à rassembler autour de lui, à ne pas seulement écouter ceux qui le flattent, ceux qui le caressent dans le sens du poil. Parce qu'il y a un précédent, il y a eu un 7 décembre et notre pays ne sera jamais plus comme cela l'a été depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Des Béninois ont désacralisé notre démocratie. Heureusement que ça a échoué. Mais ça, c'est un précédent dont le président doit tenir compte. Parce que s'il ne le fait pas, ben, ce n'est pas parce qu'on a guéri un fou que d'autres ne peuvent pas devenir fous. Il faut en tenir compte. C'est un précédent. Il ne faut pas dire non, les militaires n'ont pas ce droit-là, ils sont devenus fous. Oui. Combien de militaires on va surveiller? Combien ne peuvent-ils pas devenir fous? Le prochain président doit être un homme de dialogue. Il doit dialoguer au-delà, plus que le président Talon ne le fait. Et il doit écouter son peuple plus que le président Talon ne le fait. Lui, il doit être celui qui initie le dialogue dont parle la CEDEAO aujourd'hui. Et je voudrais parler à ceux qui ne vont pas aux élections communales, les LD, à leurs militants. Ceux qui seront élus dans vos localités, ce seront toujours vos fils, vos filles, vos papas. Mais travaillez à ce que le meilleur soit élu dans votre localité. Aucun parti politique là ne va vous aimer plus qu'il ne s'aime
lui-même. Et aucun parti politique ne va résoudre vos problèmes au-delà de vous-même, fils de la localité. Trouvez un moyen pour faire la paix. Et si dans chaque village, il y a la paix, dans chaque commune, il y a la paix, on aura la paix dans notre pays. Il faut qu'on sorte du clivage politique qui a envenimé la situation au point où des militaires sont devenus fous. Si vous pouviez parler avec Tigre aujourd'hui, il va vous dire qu'il ne sait pas ce qu'il a appris. Il a écouté les civils et il a cru qu'il faisait une bonne chose. C'est nous, hommes politiques, qui avons créé le lit à cette folie-là. Ne pas le reconnaître, c'est être hypocrite. Merci à vous pour votre franchise, Monsieur Corvi. Nous sommes au thème de nos échanges. Je ne sais pas si vous avez encore un autre mot pour conclure. Je voudrais juste souhaiter, je ne sais pas si on va se retrouver avant les nouvelles fêtes, une belle et heureuse année à nos parents. Présenter mes vœux à vos téléspectateurs, à vos parents, vous-même, au chef de l'État, à sa famille, et dire que nous nous réjouissons que ce coup contre notre nation ait échoué et inviter notre chef de l'État, et moi c'est mon observation, à plus écouter. Il écoute déjà, mais il faut qu'il écoute au-delà de ce qu'il entend. Je peux comprendre son courage, fait qu'il dit que c'est marginal ce qui est arrivé. Mais cela aurait pu nous coûter vraiment beaucoup, nous coûter un président comme lui et nous coûter notre démocratie. Il faut, tout en marginalisant ce qui est arrivé, mais je crois qu'il faut en tenir compte pour ouvrir des dialogues. Mais il ne faut pas confondre le dialogue seulement à Yahi Boni, aux anciens d'un certain âge. Il faut parler avec les jeunes. Je remercie le chef de l'État. Bertin Corvi, homme politique, membre du bloc républicain, conseiller du président de ce parti politique dans le cadre des élections générales. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'est tout pour l'entretien de ce dimanche que nous vous remercions d'avoir suivi. Cela nous a permis d'aborder donc cette réforme constitutionnelle, la loi 25-20 du 17 décembre 2025, devenue loi électorale après la promulgation par le chef de l'État, et d'aborder également la situation du 7 décembre 2025. Toute production de cette journée ainsi que les autres restent disponibles sur nos plateformes numériques. Nous sommes sur le www.etelebena.com, sur notre chaîne YouTube Etelebena. Vous pouvez télécharger l'application Etelebena pour nous suivre un peu plus facilement. Le programme se poursuit. Etele avec vous. Pour